Comme le titre un peu con que je vous ai mis, est-ce que les intellectuels sont les seuls à trahir? Les intellectuels ne sont pas les seuls à trahir. Vous avez des ouvriers comme Marchais, vous avez des séminaristes comme Staline, vous avez un tas d'hommes dans l'histoire, de ouvriers parvenus qui ont été pires que des intellectuels. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui concerne les intellectuels seulement. Donc on essaiera d'analyser à travers un historique rapide, je ne veux pas être trop long, je ne veux pas vous ennuyer, qu'est-ce que ça représente donc les intellectuels dans le mouvement révolutionnaire. C'est une opinion. C'est une opinion. Tracy, qu'est-ce que c'est un intellectuel aujourd'hui? Tracy, ce n'est pas gentil ce que tu viens de dire pour les femmes de ménage. Est-ce que tu penses que les femmes de ménage ne réfléchissent pas? Comment? Tu penses que les femmes de ménage ne réfléchissent pas? Je change mon discours. Apologie de la femme de ménage. Les bourgeois puent du cul. C'est cette réflexion que j'entendis dans la bouche de ma mère lorsque j'avais 9 ans, en 1959, à Albi. Ma mère revenait de chez les riches, elle avait été faire des ménages. Et je lui dis, non, maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle me dit, tais-toi et mange, tu poseras les questions quand tu seras en âge de comprendre. Je mange, je pars à l'école avec ma blouse, car on avait, je te rappelle Michel, des blouses grises comme ça, avec mon cartable, et ça tournait dans ma tête. Je dis, c'est pas possible, les bourgeois puent du cul. Et alors j'imaginais évidemment une orgie de culottes sales au fond d'une buanderie, et mon père obligé d'aller ces culottes sales des bourgeois. Donc, j'étais pas idiot, je me suis dit, mais j'ai fini par trouver la bonne question aussi, mais pourquoi les bourgeois ne lavent-ils pas leurs culottes eux-mêmes? Voilà, je vous livre cette anecdote, c'était simplement pour vous expliquer, en gros, que déjà enfant, j'avais compris que dans le monde capitaliste, il y avait la division du travail manuel et du travail intellectuel. Merci aux filles d'avoir participé. Également, elles sont en général plutôt originaires d'Afrique ou de Roumanie, alors que moi j'ai connu quand j'étais monde des Portugaises, des Espagnols. Qu'est-ce que ferait le monde sans femmes de ménage? Vous avez eu les scandales des maladies nosomaniales. C'est ça, c'est pas nosomaniales. Donc, parce qu'on supprime des emplois de femmes de ménage dans les hôpitaux. Donc, s'il y a une absence d'hygiène, on peut avoir des gens qui sont gravement affectés. Donc, la femme de ménage a un rôle extrêmement important. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme les démagogues intellectuels italiens, chère femme de ménage, ton boulot est noble. Oui, c'est noble. Je ne me tuerai pas pour ton boulot, mais pour ma réussite secondaire, oui. Je ne dirais pas ça. Mais si on regarde l'histoire, et moi j'aime bien les sociologues, et j'ai été militant pendant 20 ans, et je sais que beaucoup de militants lisent en cachette les sociologues sont considérés comme réactionnaires. Pourtant, le premier des sociologues, c'est quand même Marx. Son bouquin Le Capital regorge de notations sur la condition de vie des ouvriers, sur les échanges de classe sociale. C'est un bouquin assez imbitable, mais bon, c'est quand même une forme de sociologie. Et donc, on a un sociologue que j'aime bien, comme Le Bon, Gustave Le Bon, au début du siècle, qui fait cette réflexion. Il dit, si vous prenez une assemblée de femmes de ménage, une assemblée d'académiciens, le niveau intellectuel est le même. Et ça, j'attire votre attention, c'est profondément juste. Quand il y a une réunion en public, on ne peut pas faire du cinéma. On ne peut pas dire, chercher machin, chercher les vocabulaires, vos gens, on chie. En général, les académiciens sont des bons à rien. La première chose que la Révolution devra faire, c'est supprimer l'Académie française, une bande de feignants, et le Sénat. Ces gens ne servent à rien. Vous êtes bien d'accord avec moi. Donc, vous voyez des académiciens en train de discuter, je ne sais pas, sur le verbe hip-hop ou sur des trucs de jeunes, puis enrichir le dictionnaire, tout ça. C'est pas très utile à la société, c'est beaucoup de perte de temps. Par contre, une assemblée de femmes de ménage en grève, elle va décider le quota de serpillière, elle va décider quelle augmentation de salaire il faut, elles seront plus profondes que nos braves académiciens. Vous êtes d'accord? Je vois pas beaucoup de têtes qui bougent, je vois que vous êtes des académiciens, mais bon. Donc, on a effectivement, on ne doit pas oublier que l'intelligence, ce n'est pas un facteur des diplômes. Et j'ai connu beaucoup de femmes de ménage, ma mère était aussi, et je sais que les femmes de ménage sont des femmes qui réfléchissent et qui gèrent mieux leur budget personnel que l'État capitaliste, comme il le fait en ce moment.
Il n'y a pas de Bernard Madoff chez les femmes de ménage. Si c'est Raymond qui veut Bernard Madoff, il prend un coup de pied au cul, il prend la porte. Donc, le femmes avec leur connerie de bidon. Bon. Et ça a duré pendant des siècles. Bon, il y avait un côté à aider les pauvres, tout ça, mais bon, on était maintenus dans l'ignorance, c'était que je travaille la terre, moi je travaille dans l'esprit. Et le développement du capitalisme, avec l'industrialisation, a posé la question d'une culture donnée à tout le monde. Donc, nous, pauvres maintenant, on nous a appris à lire, à écrire et à compter. La modernisation du capitalisme, c'est pas la laïcité, il y a eu un combat pour la laïcité, mais qui était commun aux ouvriers et aux bourgeois. C'est évident que le mouvement ouvrier, les premiers instituteurs se sont bagarrés pour qu'on nous apprenne à lire et à écrire. Il y en a même aujourd'hui qui regrettent qu'on nous apprenne à lire et à écrire parce que ça éveille la conscience et on devient dangereux quand on sait lire et écrire et compter. On n'a plus besoin de demander au curé, monsieur, tu ne veux pas écrire une lettre, bon. Donc, le développement du capitalisme, l'industrialisation, a besoin d'ouvriers du perfectionnement. Avant, on avait des sortes d'ouvriers intellectuels. L'artisan, vous preniez le tourneur sur bois, ou une autre profession, ceux qui faisaient les vitraux, par exemple, ces types-là, c'était à la fois des intellectuels et des manuels, c'était les deux. Même les philosophes, vous prenez Spinoza était à la fois polisseur sur verre, qui était un métier, c'était même des recherches pour développer l'astronomie. Donc le XVIIIe siècle était polisseur sur verre et en même temps c'était un de nos plus grands philosophes. Donc on avait cette spécificité de l'époque avant le capitalisme, avant le développement du capitalisme, de gens il n'y avait pas de séparation. La séparation, elle a lieu lorsque tout le monde apprend à lire, tout le monde apprend à écrire, parce qu'il faut que les ouvriers sachent compter les pièces, les ponts autour, des premiers rudiments de développement de l'industrie. Mais en même temps, on développe des grandes écoles. C'est-à-dire en même temps qu'on permet à tout le monde d'apprendre à lire et à écrire, on développe une spécialisation à outrance, et la chose se renverse. On a donc une hiérarchie des compétences qui se développe à son tour, et qui va fonder les divisions qu'on connaît aujourd'hui, donc qui sont tout à fait artificielles. Je veux dire, l'intelligence devient une marchandise avec le développement du capital. Elle est reproductible, les familles riches se reproduisent, les bourgeois se reproduisent, et dans les familles pauvres, on apprend à lire et à écrire, mais on n'en sort pas. Donc l'éducation elle-même se retourne contre nous, se retourne contre la majorité des prolétaires, et on rétablit des inégalités. Mais toutes les sections, toutes les cellules du parti ont des cellules d'usine. C'est-à-dire le parti n'existe plus territorialement, une section à Arcueil, une section à Bagneux, etc. Mais il est déterminé par les usines. Donc, sous prétexte de sauver la révolution, on va donc générer, soi-disant, un nouveau parti où c'est les ouvriers dans leurs usines qui vont discuter politique. Face à ça, il y a un grand bonhomme qui s'appelle Amadeo Bordiga, que François connaît bien, il est historien de tout ça, qui est le fondateur du Parti communiste italien, qui sera le premier viré par le Parti communiste italien et mis en prison par Mussolini, qui dit, oh là, pas question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une politique bourgeoise. Qu'est-ce que ça signifie, les cellules d'entreprise? Ça signifie, premièrement, d'encourager, comme le font les syndicalistes et aujourd'hui, la socialisation continue, d'enfermer les ouvriers dans cette problématique de l'usine. L'ouvrier, il est con, hein, il voit que son steak, hein, sa petite usine, son petit patron, hein, comme Sarkozy, Sarkozy et la société nous disent en compte, les ennemis, c'est les patrons, hein, vous avez vu en Guyane, c'est les patrons qui ne bougeaient pas les prix. Donc, cette bolchevisation a pour but, au premier abord, donc de dire, nous voulons une révolution qui reste ouvrière, contrôlée par les ouvriers. Et Bordiga, dans son article de 1925, si je ne me trompe pas, c'est bien la date, dit, en plus, c'est un gigantesque mensonge. En fait, les intellectuels gardent le pouvoir dans le parti. Ce sont les intellectuels staliniens, qu'on appelle à l'époque les centristes, qui, eux, font circuler l'information entre les cellules d'usine. C'est une pirouette, parce que Bordiga est accusé, lui est ingénieur, un architecte, il est accusé d'être un intellectuel qui méprise les ouvriers. Et lui, il répond, mais pourquoi vous, les autres intellectuels, vous vous cachez derrière cette politique de bolchevisation, où c'est vous qui faites circuler les informations et qui empêchez une réelle discussion et qui limitez le problème, comme Gramsci, au problème de l'usine. Gramsci, en 1920, pensait que les conseils d'usine apportaient la solution. Or, le parti politique, depuis le Parti socialiste, je vous donnerai en conclusion la définition que donnait Jules Guesde de la classe ouvrière, et l'avis qu'avait Paul Lafargue également concernant les intellectuels. Donc si on considère que les ouvriers ne peuvent s'exprimer que dans l'usine, on leur ôte tout avis sur le reste de la société.
on laisse le reste de la société à d'autres hommes politiques, etc. D'ailleurs, pourquoi, puis c'est une parenthèse simplement, André Breton, qui n'est pas n'importe qui est le pape du surréalisme, adhère au PCF en 1925, et on le colle à la cellule de Renaud Billancourt. Vous voyez, André Breton, c'est un grand poète, un intellectuel, tout ça, il est assis autour de la table avec les ouvriers d'usine, et on lui demande de faire un exposé sur la métallurgie. Moi, je ne connais rien à la métallurgie. Et puis bon, il se fait virer, enfin, il fout le camp, mais vous voyez, au niveau d'un petit exemple précis, on ne peut pas utiliser un intellectuel. Soit on est con, on pense que le parti c'est que les ouvriers, soit on considère que n'importe qui, du point de vue de sa conscience politique, personnelle, peut adhérer à un parti communiste ou autre chose, mais pour se battre en tant que le stalinisme, le fascisme a disparu, mais enfin il existe encore parce qu'on prend des coups de bâton par les staliniens si on ne veut pas aller travailler en usine. Donc les partis staliniens mettent tout le monde au travail. Il faut reconstruire le pays, c'est l'intérêt national. Et dans cette période-là, on nous ressort donc les maîtres à penser. Alors l'exemple type du maître à penser, c'est Sartre. Sartre, bon, c'est pas cette classe qu'il a fait pendant la guerre. Après, il a tourné sa veste un tas de fois. Juste après-guerre, il écrit une pièce qui s'appelle Les mains sales, qui est une excellente pièce, il y en a peut-être plus qui la connaissent, où il se moque du militantisme du PC, c'est un peu comme autocritique d'Edgar Morin, c'est super. Puis 2 ans après, il écrit Nekrasov, qui est une apologie du système italien, parce qu'il a rejoint le PC, etc. Et puis il finit sa carrière collement, avec les plus cons des gauchistes, et Maurice. Pauvre Sartre. Donc on a ça comme exemple de maître à penser, pour beaucoup de professeurs. Sartre était quelqu'un de très important, il nous faisait l'étude à l'école, moi j'ai eu l'occasion de philosophie, tout ça. Et puis, donc, pendant toutes ces années-là, si vous n'êtes pas bien dans les mains, si vous n'êtes pas copain avec le Parti communiste, vous n'avez rien, vous n'avez aucune chance de réussir. De Yves Montand, depuis, sans oublier Henri Barbus avant-guerre, à qui la DPO donnait des petites jeunes russes pour qu'ils soient contents d'être membres du parti, on achète les intellectuels. Donc tous les gens comme Montand, ils allaient chanter à la tête de l'humain, tout ça, pendant toutes les années d'après-guerre, on a une intelligentsia, même ici, Arcueil, plein de congrès du PCF, Thorez, on a le photographe là, s'il vous plaît. Bon, on a effectivement tout un tas de crapulles staliniennes qui ont défilé ici. Et 68 est arrivé, et 68 a fait voler en éclats tous ces mystères de l'intellectuel maître à penser. Alors l'image que j'ai, c'est Sartre qui arrive à la Sorbonne, il s'assoit comme ça, puis il y a un mot sur la table. Et sur le mot, il y a marqué Sartre, soit bref. C'est génial, nous ça nous a fait beaucoup rire à l'époque. Nous, c'est comme, pour faire comprendre aux jeunes, là, c'est comme vous avez vu, casse-toi profond. Vous voyez, pour actualiser. Bon, c'est un peu ça. Donc Sartre nous faisait rire à l'époque. Et en plus, son engagement Moïse, c'était à mourir de rire. Il va, c'est un petit bonhomme. Moi j'ai connu son secrétaire, il va à Boulogne-Billancourt, il monte sur Antonin, il va parler aux ouvriers. Les ouvriers, du passé, il y a de là, on peut pas prendre ça. Donc, ce qui est intéressant dans l'évolution du mouvement ouvrier, c'est ça que je veux souligner en définitive, c'est qu'il y a un nivellement qui s'est fait. Il y a à la fois, nous sommes tous capables de lire, d'écrire, de compter, mais aussi de penser, et de penser que ça ne sert à rien de voter, et de penser que les syndicats vont faire pour les cons. Donc nous avons acquis une réflexion dans les pays développés, mais je pense que dans les pays sous-développés aussi, il y a beaucoup de gens qui sont très proches de cette pensée. Et donc ce nivellement fait que aujourd'hui, moi je m'en tape un peu la différence intellectuelle manuelle. C'est vrai que j'ai connu les années, je pense les années 70, lorsque j'étais à Fontenay-aux-Roses, on avait des amis, des copains qui nous racontaient comment ça se passait dans les réunions du PCF. Moi j'ai connu ça au sein des minorités révolutionnaires, c'est les profs qui parlaient. Donc les ouvriers petit à petit quittaient le PCF, parce qu'ils se sentaient pris pour de la merde dans les réunions, c'était les intellectuels qui parlaient, donc ils se barraient petit à petit du PCF. Ça on l'a oublié, mais moi je me rappelle de gens qui ont quitté le PCF, qui ont quitté les partis. Ne parlons pas du Parti Socialiste, je sais pas, Michel, tu vois dans une réunion assis avec Fabius, je sais pas, discuter des coups graves. Moi non. Moi j'irais, mais je ferais l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais en tout cas, ces partis sont des partis gauche caviar, sont des partis bourgeois, on n'a rien à foutre là-dedans.